voudrais appeler sans plus tarder Monsieur Arnaud Nguessan. J'espère qu'il est présent. Monsieur Arnaud Nguessan, voilà. Vous pouvez l'accompagner de vos ovations. À côté de Monsieur Arnaud Nguessan, nous aurons également Monsieur Toili. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Voilà, Monsieur Toili. Voilà. Monsieur Arnaud, voilà. Installez-vous. Monsieur Arnaud Nguessan. Monsieur Toili. Voilà, il est arrivé. Et nous aurons avec nous Monsieur Ouattara Dabila. Alors, je vais vous inviter tout à l'heure à prendre la parole sur des thématiques bien choisies. Nous aurons 3 interventions et après, nous passerons aux échanges avec nos étudiants et nos personnalités ici présentes. Alors, qui avons-nous choisi pour animer ce panel? Qui sont-ils? Rapidement, de façon succincte, je vais présenter nos orateurs. Je commence par M. Toili, n'est-ce pas, est docteur en gestion et psychologie du travail, spécialiste en développement organisationnel, recruteur et formateur senior des écoles et universités et cadre d'entreprise, spécialiste en emploi. M. Toili a à son actif plusieurs missions importantes d'organisation en entreprise, avec plusieurs conférences en gestion et emploi. M. Toili a une expérience avérée en gestion des ressources humaines, plus de 20 années, au sein d'entreprises locales, nationales et internationales. Alors, il est avec nous pour, n'est-ce pas, échanger sur la thématique qui nous réunit ce matin. Alors, je continue de dire que M. Toili a travaillé avec Atlantique Télécom, Bouygues, n'est-ce pas, Gonfreville-Boaké et plusieurs, n'est-ce pas, cabinets et organismes de formation. Il a également travaillé avec DRH Conseil, MCI pour les questions de recrutement. Il est actuellement DRH du CPC. Je voudrais qu'on ovationne M. Toili. Merci. En plus de M. Toili, nous avons M. Arnaud Nguessan, qui est recruteur senior à Aginola Afrique, diplômé d'un master en droit des affaires et management. Arnaud Nguessan rejoint Agiloya Afrique en 2023, cabinet de conseil en recrutement, engagé dans une démarche RSE. Il y occupe le poste de recruteur senior, où il pilote des missions de recrutement stratégique tout en veillant à une approche humaine rigoureuse et durable. À ce poste, Arnaud est en charge de l'ensemble du cycle de recrutement pour des profils middle et top management, depuis la rédaction des fiches de mission jusqu'à la sélection finale des candidats. Il élabore, n'est-ce pas, les stratégies de sourcing, réalise l'approche directe, multicale, mène des entretiens structurés, administre des tests psychométriques et produit des rapports de synthèse clairs et argumentés à destination des clients. Il assure également le suivi client-candidat, garantissant une communication fluide et transparente, n'est-ce pas, à chaque étape du processus. Ovation pour M. Arnaud Nguessan. Enfin, le dernier panéliste, M. Ouattara Dabila, est un spécialiste en communication et RSE, titulaire d'un Master 2 en publicité et marketing de l'Institut des sciences et techniques de la communication et d'une licence en action humanitaire et développement durable à la chaire UNESCO. Il occupe actuellement le poste de directeur de la communication et de la RSE au sein de la société de construction du métro d'Abidjan, filiale du groupe Bouygues. Son parcours professionnel débute en 2000 chez Helen Keller International en tant que chargé de communication où il a servi de point focal de communication entre le bureau pays et le siège aux États-Unis. En 2005, il rejoint la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Il rejoint Côte d'Ivoire Télécom comme conseiller clientèle, puis évolue vers des postes de responsabilité en communication chez Orange Côte d'Ivoire jusqu'en 2014, gravissant les échelons pour devenir chef de service communication. En 2014, il intègre le groupe SIFCA
en tant que chef de département communication et fondation, où il supervise la communication du groupe et de ses filiales, SAPH, Palmsi, Sania, Sucrivoire, ainsi que les activités de la fondation SIFCA. De 2016 à 2021, M. Ouattara participe activement au développement de Brassivoire Nken en Côte d'Ivoire, occupant successivement les fonctions de Corporate Affairs et Communication Manager, Sponsorship, Event Management et Brand Management, avant de rejoindre la Société des mines du Congo en 2021. Depuis août 2023, il met son expertise au service du groupe Bouygues en Côte d'Ivoire en rejoignant la société ivoirienne en charge de la construction du métro d'Abidjan. Ovation pour nos 3 panélistes. Alors, sans plus tarder, pour donner beaucoup plus de temps aux échanges, nous invitons le premier panéliste qui va, en 10 minutes maximum, qui va intervenir sur la thématique suivante. Autonomisation des jeunes demandeurs d'emploi, la balance des possibilités entre auto-emploi, concours public et entreprises privées. C'est la deuxième thématique. Voilà. Alors, je reprends. La première thématique, c'est les profils recherchés par les recruteurs et les managers d'entreprise pour leurs services de communication et les relations publiques. Vous voulez rester assis ou bien vous voulez aller au pupitre? Vous voulez rester assis? Alors vous avez 2 minutes. J'invite l'Assemblée à bien prendre note. Merci. C'est un plaisir pour moi de prendre part à ce panel. Déjà, je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à l'IESCOM, donc, qui depuis 30 ans forme des talents et contribue à l'évolution du secteur de la communication et des relations publiques. Donc, mon intervention aujourd'hui portera sur les profils recherchés par les recruteurs et les managers des entreprises dans les services de communication et de relations publiques. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire en tant que recruteur, il faut savoir qu'un bon profil, c'est un profil qui allie compétences techniques et compétences comportementales, au-delà même du diplôme. Donc, commençons par les compétences techniques. Dans un domaine de la communication et des relations publiques qui est en constante évolution, il est indispensable de savoir créer du contenu attractif et professionnel. Donc, savoir faire des posts sur les différents réseaux sociaux, savoir faire du montage vidéo, donc des créations audiovisuelles, aussi des affiches et tout. Donc, à cela s'ajoute la maîtrise des outils tels que Canva, Illustrator, Photoshop et InVideo, CapCut qui permettent de communiquer efficacement. Donc, pour faire des présentations, on va se référer à Canva, des visuels Canva, pour faire des logos, Illustrator, également aussi Photoshop, donc pour modifier ou améliorer des images. Et surtout, avoir une bonne maîtrise des réseaux sociaux, avoir une aisance rédactionnelle, avoir une aisance orale pour pouvoir communiquer et pouvoir rédiger du contenu textuel très, très engageant et très précis. Voilà. Surtout, revenir sur la maîtrise des réseaux sociaux. Sur la maîtrise des réseaux sociaux, il faut pouvoir lancer des campagnes, pouvoir faire des posts et par derrière les analyser. Et donc analyser vos actions, analyser les statistiques, pouvoir aussi mesurer l'impact de vos posts et de vos campagnes sur les différents réseaux sociaux. Cela apportera vraiment une plus-value à votre profil et suscitera bien évidemment l'intérêt des différents recruteurs et des managers d'entreprise. Et il faut dire aujourd'hui que les compétences techniques seules ne suffisent pas. Il faut également avoir des compétences comportementales. Donc, dans le secteur de la communication et des relations publiques, les recruteurs et les managers d'entreprise seront plus axés sur tout ce qui est des profils curieux, orientés sur des profils curieux, qui ont toujours l'envie d'apprendre, de se développer, améliorer leurs compétences, des profils créatifs qui pourront bien évidemment proposer des idées très intéressantes,
des profils qui ont une capacité d'adaptation rapide, puisqu'on est dans un domaine qui évolue constamment, et pouvoir aussi s'adapter aux nouvelles tendances, aux nouvelles technologies, et s'adapter même à l'environnement de travail, donc l'environnement professionnel. Et des profils qui ont vraiment confiance en eux, qui développent le sens de leadership. C'est ce type de profils-là qui pourront porter la vision de l'entreprise et les transmettre un message cohérent et précis. Par derrière, qui pourront bien évidemment défendre leurs idées avec assurance. Avec assurance, donc s'il a confiance en lui et il développe le sens du leadership, il sera à l'aise. Et pour dire que ces compétences-là, lorsqu'on les retrouve chez un profil, il arrive à se démarquer. Donc les compétences tant comportementales que techniques lui permettent facilement de se démarquer au regard des recruteurs et des managers d'entreprise. En tant que recruteur en cabinet, nous accompagnons constamment les entreprises dans les besoins de recrutement, donc des entreprises de divers secteurs d'activité pour divers postes. Je pourrais citer les postes tels que chargé de communication, des postes de responsable partenariat, chargé événementiel, chargé de projet digital, des responsables de communication, et on va jusqu'au top management pour des postes de directeur de communication. Et derrière chaque offre se cache un besoin précis. Donc, je prends un exemple pour qu'on puisse comprendre. Une entreprise X, par exemple, qui cherche à recruter un chef de projet digital, il y aura un besoin précis qui sera différent d'une entreprise qui recherche, par exemple, un stagiaire chargé de communication. La différence va se remarquer premièrement au niveau de la formation. Donc, pour le poste de chargé de communication, on recherchera éventuellement un profil qui a une expérience minimum entre 2 et 3 années d'expérience dans le domaine. Sur la formation, on va rechercher un profil qui a un minimum de 2 ou 3 années d'expérience. Non, un minimum de un BTS ou une licence, donc un bac plus 2 ou un bac plus 3 en communication ou un autre diplôme équivalent. Mais ça sera différent pour le stagiaire. Comment est-ce qu'on évalue le stagiaire qui n'a pas d'expérience et qui a seulement la formation? Là, il va tout de suite se différencier par quoi? Ses compétences techniques, donc la maîtrise des outils tels que Canva, comme j'ai cité tantôt, la maîtrise aussi des réseaux sociaux, la maîtrise des réseaux sociaux, et pourquoi pas un profil qui aura présenté un portfolio qui nous démontre réellement ses réalisations, donc les réalisations qu'il a pu faire, que ce soit personnel ou extra-professionnel, il va facilement se démarquer du profil qui n'a pas toutes ces compétences-là. Et pourquoi je dis aujourd'hui à mes jeunes frères et à tous les étudiants d'ici de toujours continuer à se former. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, on a les tutos sur YouTube et tout. Vous pouvez aussi assister à des ateliers, à des conférences qui sont dans votre domaine d'activité. Donc des conférences dans la communication, les relations publiques, l'information, qui vous permettront de développer certaines compétences. Pour terminer, il faut retenir qu'aujourd'hui, les recruteurs et les managers d'entreprises recherchent pour les services de communication et de relations publiques des profils curieux, surtout pour le domaine de la communication, des profils créatifs, des profils stratèges, surtout aussi des profils passionnés. Il faut dire que le diplôme seul ne suffit pas aujourd'hui. C'est vrai, il faut être bien formé, mais au-delà de ça, ce qui va faire toute la différence, ce sont les compétences techniques, donc votre savoir-faire, et les compétences comportementales, votre savoir-être. Il faut être curieux, il faut être ténace, comme ils l'ont si bien dit tout à l'heure, pour aller à l'information. Il faut oser. C'est cela, surtout avoir confiance en vous. C'est cela qui vous permettra de différencier votre profil, votre candidature à d'autres. Parce que les diplômes, il y en a des milliers, plusieurs personnes ont les mêmes diplômes que vous. Il faut maximiser aujourd'hui sur les compétences techniques et comportementales. Je vous remercie.
Merci. Merci. Si nous avons bien suivi l'intervenant, il a mis l'accent sur la maîtrise des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Les compétences techniques, les compétences comportementales. Il a insisté sur les postes qui vous sont réservés à partir de votre formation. Et il a également mis l'accent sur la formation continue en permanence. Alors, retenez bien vos questions. Nous allons passer au deuxième intervenant. Et lorsque nous allons finir toutes les interventions, vous indiquerez la personne à qui vous voulez adresser votre question. Ça nous permettra de gagner, n'est-ce pas, un peu plus de temps. Merci encore à M. Nguessan Arnaud pour votre intervention qui a porté sur les profils recherchés par les recruteurs et les managers d'entreprise pour leurs services de communication et relations publiques. Sans plus tarder, nous passons à la deuxième intervention qui porte sur l'autonomisation des jeunes demandeurs d'emploi, la balance des possibilités entre auto-emploi, concours public et entreprises privées. Alors nous appelons M. Toali pour sa communication. Merci. Je voudrais à la suite de M. Nguessan remercier ISCOM qui a bien voulu m'associer à l'anniversaire, ces 30 années, dans lesquelles je pense avoir puisé 15, parce que ça fait près de 15 ans que je dispense mon humble expérience ici, avec nos jeunes. Donc, joyeux anniversaire à vous. Alors, le thème qui m'a été confié est un thème très vaste, qui est au centre de beaucoup de débats aujourd'hui dans le monde entier, parce qu'il s'agit d'emploi, mais surtout d'emploi jeune, emploi des jeunes. Et on parle même plus avant d'autonomisation des jeunes. Alors c'est un thème très vaste que j'ai la lourde tâche de réduire en 10 minutes. Ça ne suffira pas certainement. Donc on attendra certainement vos questions qui vont nous permettre peut-être d'ouvrir d'autres brèches et de mieux vous informer sur ce que nous avons appris ou ce que nous savons. Alors l'autonomisation, déjà, c'est la capacité pour vous qui êtes là de pouvoir vous frayer un chemin, de pouvoir choisir, agir et construire votre propre parcours professionnel. C'est ça l'autonomisation des jeunes dans le contexte de l'emploi. Maintenant, dans le contexte du chômage et de la mutation des marchés d'emploi aujourd'hui, quand on parle d'autonomiser un jeune demandeur d'emploi, c'est lui donner les moyens de créer son emploi et peut-être même générer d'autres possibilités ou d'autres opportunités. Créer même son emploi. C'est cela. Alors, il y a 3 voies qui ont été proposées et je pense qu'ils restent classiques et généralistes. On a les emplois publics, donc la fonction publique. On a l'auto-emploi d'abord, l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat. On a ensuite les emplois publics, donc avec les concours publics. Et on a vers la fin les emplois privés, donc d'entreprises privées. Et aujourd'hui, ces voies-là, on voit que l'ensemble des jeunes demandeurs d'emploi aujourd'hui sont balancés entre je commence par quoi, est-ce que je m'auto-emploie, est-ce que je fais les concours, est-ce que je passe les concours, est-ce que je m'engage dans les entreprises privées. Donc c'est vraiment souvent des choix difficiles qui sont faits et donc des choix qui sont faits souvent par défaut pour certains jeunes qui ne sont pas accompagnés ou bien qui ne sont pas mieux orientés. Donc on va prendre d'abord l'auto-emploi. L'auto-emploi aujourd'hui a aussi ses avantages. Quand on parle d'auto-emploi, on parle immédiatement d'autonomie. D'autonomie et d'innovation. Autonomie et innovation, c'est ce qu'on vise. Alors dans l'autonomie et l'innovation, l'auto-emploi permet aux jeunes, effectivement, de créer son propre parcours. Donc on verra ce jeune-là qui a choisi l'auto-emploi, donc l'entrepreneuriat, une bonne prise d'initiative,
un esprit d'entreprise, etc. Un jeune qui va s'engager à flexibiliser le choix dans l'organisation qu'il va mettre en place dans son entreprise et puis le choix de ses activités parce que c'est lui qui crée son entreprise. Mais il y a aussi des défis et des limites. Créer sa propre entreprise veut dire qu'il faut être formé sur la gestion. Il faut être accompagné sur le marketing parce que tu dois bien vendre ton entreprise et faire du profit. Il faut pouvoir aussi être financé. Vous voyez, ça peut être des défis ou des limites. 1, il faut être financé. 2, il faut pouvoir avoir accès au marché public, puisqu'il y aura beaucoup de marchés. Si vous n'avez pas accès, c'est compliqué pour vous. Il faut avoir la possibilité aussi de formaliser ton entreprise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'auto-emploi. Donc, ils n'arrivent pas à formaliser effectivement leur business. Donc, ça, c'est compliqué. Ensuite, on va prendre les concours publics. Quand on pense au concours public, on voit l'État de Côte d'Ivoire qui fait des propositions en fonction des politiques publiques. D'accord? Mais en même temps, ce qui est visé, c'est le mérite et la performance au service du développement de l'État. Donc, les concours publics permettent effectivement aux jeunes une prévisibilité de l'emploi, une sécurité de l'emploi, parce que c'est ce qu'eux aussi visent. Ils disent, j'ai fini ma formation, je n'ai pas de financement, donc je ne peux pas créer mon entreprise. Alors, il y a les concours qui s'offrent à moi. Ben, moi, je préfère passer les concours. Et donc, ils s'engagent dans les concours. Mais là aussi, il y a des défis, il y a des limites. Les places sont limitées. On ne parle plus d'examen, on parle de concours. Donc, les places sont limitées. Les process sont rigides et souvent longs. Parce que quand vous prenez par exemple le concours de l'INFAS, ils sont formés sur 3 ans. Ils s'engagent dans le concours. Il a peut-être 5, 6, 7 mois pour avoir les résultats et s'engager dans une formation de 3 ans. Souvent, c'est long pour certains étudiants. Parce qu'on vous connaît, vous voulez immédiatement avoir du travail et puis tout de suite, voilà, vous travaillez. Donc pour certains, c'est compliqué, c'est long, c'est rigide. Et même d'autres vont jusqu'à avoir la perception même qu'il y a peu de transparence. Vous voyez un peu. Et pourtant, les concours publics restent un levier important de stabilité et de sécurité de l'emploi. Bien que ces concours ne peuvent pas à eux seuls absorber toutes vos demandes. Parce que vous êtes nombreux. À part ISCOM, il y a beaucoup d'autres qui sont demandeurs d'emploi et qui sont là, qui attendent aussi les mêmes concours. Peut-être depuis 3 ans, ils les passent. Donc, ils se joignent à vous qui venez cette année. Et puis, ensemble, vous affrontez ces concours. Ça ne marche pas, on continue. Donc, il y a cette longue attente, cet espoir qui ne vient pas et vers la fin, on se décourage. Ça, c'est pour les concours publics. Après, on a finalement les entreprises privées. D'autres disent, bon, j'ai fini, je n'ai pas l'argent pour me financer, donc pour créer mon business. Pourtant, j'ai des projets structurants, je ne sais pas comment faire. Je passe aussi les concours, ça ne marche pas. Ben, après, j'ai appris que c'est du business. Si tu ne connais pas quelqu'un dans le pays, tu ne peux pas. Je préfère finalement déposer mes CV un peu partout dans les entreprises. Donc, emploi privé. C'est aussi bon, parce que ce qu'on regarde, c'est le dynamisme et l'employabilité. Donc, avec les emplois privés, levier d'employabilité en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, les emplois privés, mais il y a de faibles propositions, et puis après, il y a la précarité aussi, il y a l'instabilité, il y a certains emplois qui ne sont pas formalisés, et donc entraîne une certaine précarité, une certaine instabilité pour des jeunes. Vous verrez des entreprises qui ne sont pas reconnues, qui travaillent au noir en payant des jeunes qui ne sont pas... Il n'y a pas de contractualisation entre eux et l'employeur. Donc, il y a beaucoup de limites aussi à ce niveau-là. Pourtant, les entreprises privées restent aussi un moteur de croissance
un moteur de croissance, encore plus un levier d'employabilité. Et donc, un partenaire stratégique pour l'insertion des jeunes dans l'emploi. Donc, quand on analyse finalement la balance de toutes ces voies-là, on recommande par exemple aux jeunes aujourd'hui de ne pas avoir une voie unique. Vous avez ces 3 voies. Vous avez les concours publics, vous avez les entreprises privées, vous avez aussi l'auto-emploi. Et aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place beaucoup de programmes jeunes, beaucoup de programmes d'insertion et même d'accompagnement des jeunes dans l'emploi. Et donc, vous allez voir avec l'emploi jeune, beaucoup n'y vont pas. Je recommande, chaque fois que je dispense des cours, je recommande à mes étudiants d'aller s'inscrire à l'emploi jeune, parce que c'est un dispositif que l'État a mis en place pour pouvoir accompagner les jeunes aujourd'hui dans leur recherche d'insertion sociale et professionnelle. Mais entre vous ici, si j'interroge, on verra que peut-être sur 100 personnes, il n'y a seulement que 10 qui sont allés s'inscrire à l'emploi jeune. Moi, quand je recrute chez moi, que ce soit en stage ou d'autres, la première option qui me vient, c'est déjà d'appeler emploi jeune pour demander s'ils ont des CV qui pourraient correspondre à ces profils que nous recherchons. Et effectivement, Emploi Jeune a toujours une base de CVTech assez bien fournie pour pouvoir nous mettre à disposition des gens et même appuyer même leur insertion chez nous en leur donnant, en nous accompagnant à leur donner quelque chose qui pourrait les soutenir. Donc pour finir, ce que je peux recommander à vous les jeunes, c'est de dire vous avez 3 voies dans cette balance. Ne vous laissez pas trop balancer sur une voie unique. Faites un choix de ces 3 possibilités qui sont offertes à vous. Et je pense que les politiques publiques devaient faciliter cela. On peut être employeur, donc avec son propre business, et puis être salarié d'une entreprise. On peut être salarié d'une entreprise et puis ouvrir son business. On peut être fonctionnaire et puis valoriser ses compétences ailleurs. Cette mission d'aider les entreprises, l'investissement privé et tout ça, de vous accompagner dans vos projets structurants. Tant que tu n'as pas validé ton entreprise, tu ne pourras donc pas accéder au marché public. Premier. Deuxième, c'est les emplois publics, donc les concours publics. L'ENA, l'INFAS, etc., etc. Et le troisième, c'est les entreprises privées, donc les emplois privés. Merci, merci. J'espère que le message est bien passé. Alors, tout à l'heure, nous reviendrons pour les questions. Le troisième intervenant, n'est-ce pas, M. Ouattara, n'est-ce pas, va nous présenter sa communication qui porte sur les exigences de la formation du chargé de communication et du porte-parole. Alors, vous avez vous allez au pupitre, très bien, allez-y. Ça fait 25 ans que je fais ce travail, mais malheureusement, je ne suis pas devenu donc grand éloquent en termes de prise de parole en public, donc je continue de lire. Donc, cher maître, permettez que je puisse lire ma communication. Chers étudiants, la thématique qui m'est proposée, c'est les exigences de la formation du chargé de communication et du porte-parole. À l'université, et particulièrement à l'ISCOM, où j'enseigne également, on nous donne la connaissance théorique. On nous apprend tous, pour ceux qui sont dans la filière communication, à proposer les stratégies de communication, à rédiger les plans de communication, à savoir rédiger les plans médias. N'est-ce pas, pour ceux qui sont en communication? C'est très important parce que c'est le premier, on va dire le b.a.-ba qui nous permet d'accéder au métier. Mais la contrainte, lorsqu'on arrive en entreprise, tout de suite, lorsqu'on franchit le seuil, on nous demande de la réactivité. On nous demande de la créativité et parfois de l'impact. Et on a l'impression que tout devient flou. Et c'est là que l'étudiant doit pouvoir se débarquer. Je connais certes le métier, j'ai appris beaucoup, mais comment faire pour être réactif? Parce que chaque jour, notre quotidien, en tant que chargé de communication ou de porte-parole, nous qui sommes le pont entre la société et l'entreprise ou l'organisation, nous sommes face à des crises, nous sommes face à des réalités qui nécessitent qu'on puisse rédiger rapidement, mais les crises, il n'y en a pas qu'un seul. Dans le plan marketing, il n'y a pas qu'une seule action. Donc, comment faire pour m'adapter
pour pouvoir donc être efficace vis-à-vis de mon organisation. Donc concrètement, qu'est-ce que le monde professionnel attend de l'université en termes d'exigence? Tout à l'heure, le premier panéliste en a parlé. Moi, j'en vois 3. Le tout premier, c'est la compétence technique. Il en a parlé et j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous venez que vous ne savez pas rédiger, si vous ne savez pas vous exprimer, c'est un gros problème. Ensuite, le deuxième, il faut la compétence stratégique. Il faut savoir lire son environnement. Il faut savoir regarder la société. On sait certes écrire, on sait certes parler, mais est-ce que ce qu'on va dire, la société va l'accepter? Je vais vous donner un exemple. En Afrique du Sud, en 2018, la société qui s'appelait H&M, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette histoire, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la vente de prêt-à-porter. Et avec la chute de leur chiffre d'affaires, ils ont décidé de lancer une nouvelle campagne marketing. Et le slogan qu'ils ont trouvé pour porter ce message, c'était en anglais « The coolest monkey in the jungle ». Ce qui veut dire, en français, le singe le plus cool de la jungle. Et cet avis a été porté par un enfant noir. Vous savez ce que ça a créé comme scandale dans le monde? Tous les magasins ont été scandalisés, vandalisés, pardon. La marque a perdu sa notoriété, les parts de marché ont chuté. Vous voyez là, ils ont communiqué, n'est-ce pas? Ils ont eu la volonté d'augmenter leur chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Mais résultat des courses, l'entreprise a pris un coup. Est-ce que là, on peut parler de compétences techniques? Ils ont vraiment maîtrisé. Ils ont voulu sauver la situation en augmentant les chiffres de vente, en inventant une campagne. Et la chaîne de validation du département marketing et communication a tout validé. Mais à la fin, on n'a pas atteint le résultat. Ça veut dire qu'un mot que le chargé de communication doit placer, un mot que le porte-parole doit utiliser, il doit pouvoir regarder la société, culturellement parlant, avec les valeurs de la société, avec ses émotions. Le dernier point, c'est la posture professionnelle et éthique. Le monde du travail attend des jeunes équilibrés. Ça veut dire quoi? Des jeunes qui sont capables d'écouter, qui sont capables de dialoguer et de représenter dignement leur institution. On peut être le grand vidéaste qui sait manipuler les drones aujourd'hui, mais si on va prendre des photos à Bobo, alors qu'on est en train de faire la prière de 13 heures, sans parler à l'imam, sans avertir les fidèles, et parce qu'on est très fort en pilotage de drones, on se permet de l'élever, qu'est-ce qui peut nous arriver si la population ne valide pas? Donc, on est certes compétent techniquement parlant, mais sur le plan éthique, sur le plan professionnel, il faut également se développer. Le deuxième point que je vais aborder, c'est les attentes de l'université envers le monde du travail. Il ne suffit pas de dire à l'université de former seulement que des hommes compétents, mais il faudrait aussi que nous autres qui recrutons et qui sommes en activité, il faut qu'on puisse être ouverts. Donc le premier point que je vois, c'est l'ouverture et le partenariat. Les entreprises doivent ouvrir les portes aux étudiants, non seulement pour les stages, mais aussi être des véritables opportunités d'immersion. Par exemple, dans le groupe Bouygues, nous avons 2 projets avec l'Institut Félix Houphouët-Boigny, l'INPHB, où nos ingénieurs, vous savez qu'en ce moment on a quelques difficultés de progression de mathématiques, donc nos ingénieurs vont donner des cours de mathématiques et de physique gratuitement à l'INPHB, ainsi qu'au lycée technique. Et par la suite, ceux qui se démarquent, on les utilise en griffe comme des mentors. Pardon, les enseignants, nos collègues qui vont dispenser ces cours-là, deviennent des mentors pour les jeunes qui se démarquent. Et par la suite, au terme de leur formation, pour ceux qui sont brillants et qui acceptent de travailler bien sûr pour le projet du métro d'Abidjan, et selon les disponibilités, on les recrute. Donc depuis 2021 à peu près, on a pu embaucher une trentaine de jeunes issus de l'INPHB et du lycée technique. Donc il ne suffit pas que de donner des stages, il faut mentorer les jeunes, il faut ouvrir donc le partenariat avec les grandes écoles. Et je pense que l'UKO
à travers le professeur, le docteur Benoît, ces choses-là sont déjà prises en compte. Ensuite, il y a la co-construction des programmes. Il ne faut pas se limiter seulement aux enseignants qui vont proposer le module. Il faut aussi échanger avec le monde des entreprises qui a ses exigences. Et enfin, il faut un recrutement responsable. Le monde du travail doit cesser de considérer les jeunes comme des inexpérimentés. Je parle sous le couvert des 2 DRH qui sont là. Lorsqu'on met expérience professionnelle 3 ans, alors qu'on sait qu'ils viennent de sortir de l'école, il faut qu'on soit adaptable et flexible pour pouvoir intégrer les jeunes. Voici donc en quelques mots ma présentation. Je vous remercie. Je retiens, n'est-ce pas, les attentes des universités vis-à-vis des entreprises et, n'est-ce pas, les attentes des entreprises vis-à-vis des universités également. Cette co-construction devrait permettre à chacun de trouver sa voie et de s'insérer dans le monde du travail, y rester, y demeurer et puis, n'est-ce pas, prospérer. Alors, merci à nos 3 panélistes. Je vous demanderai de les applaudir encore, s'il vous plaît. Et nous allons passer à la 2e étape de notre panel. Nous allons passer aux échanges. Alors, chers jeunes, je vous invite à poser des questions, n'est-ce pas, pour approfondir les explications. Nous avons encore une 30aine de minutes. Donc, je vous invite vraiment à prendre la parole. Et en dehors des panélistes, nous avons des personnes d'expérience qui peuvent, n'est-ce pas, apporter leur contribution afin que vous soyez mieux préparés pour cette aventure, n'est-ce pas, du monde du travail. Merci à tout le monde. Alors, nous attendons les contributions. Alors, je suis Kevin Yapi. Je suis référent RSE et chargé de développement commercial chez Agilio Afrique, un cabinet de recrutement. Je n'ai pas une question, mais c'est plutôt une contribution. Vu que nous sommes entre jeunes, je pense qu'au-delà des stratégies et du comportement, des aptitudes comportementales et techniques, on peut aussi ajouter le réseautage, qui est un point vraiment important. Je pense que vous pouvez identifier dans ce beau public des personnes qui peuvent être votre mentor. Ça fait le maximum pour vous rapprocher de ces personnes et savoir le parcours qu'ils ont pu emprunter. Et en vous identifiant ces personnes, vous allez pouvoir vous créer une lucane. À côté de cela, je pense qu'on parle d'un domaine qui est en vogue, le domaine de la communication. On a l'IA qui a commencé à prendre du terrain. Vous ne pourrez rien faire aujourd'hui sans l'intelligence artificielle, contrairement à ce que nous connaissons dans le passé. Le monde du travail n'est pas que physique, il est aussi virtuel. Et vous le savez bien, jeunes, qu'il y a aussi des plateformes de freelancing. Et à travers ces plateformes, vous pourrez aussi, on va dire, postuler. Il y a une plateforme que je vous recommande qui est Upwork. C'est vrai que ça demande qu'il faut avoir une compétence en anglais, mais je vous assure que vous avez vos frères africains qui arrivent à travailler pour des grandes boîtes en Europe qui sont payés à l'heure des dizaines, voire des centaines de dollars, voire à l'heure. Donc, je vous recommande vivement d'étudier aussi ces principaux chantiers. Je vous remercie. Merci beaucoup pour les exposés. Je suis Jacques Ngol, étudiant en Master 2 en communication et nouvelles technologies. Ma question s'adresse à M. Toali. Il a dans son partage cité 3 possibilités qui s'offrent aux jeunes après les études, notamment la voie des entreprises, les concours publics et l'auto-emploi. Malgré tout ça, on constate un écart entre la réalité du terrain, qui est le chômage, au sein de la communauté des jeunes. Qu'est-ce qui justifie cet écart? Voilà ma question. Merci. Alors, un écart, vous avez dit un écart? L'écart entre la réalité du terrain, qui est le chômage, Oui. et les 3 possibilités Oui. que les jeunes ont pour s'insérer professionnellement. D'accord. Si je vous ai bien compris, vous dites, en dépit de ces 3 possibilités, il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à s'insérer. Oui. Voilà. Merci pour votre question. C'est toi, Lee. Merci beaucoup, M. Ngoy. Merci. Je pense que c'est une question pertinente. Hein. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, 10 minutes ne pourraient pas suffire de toute façon. Mais ce que je peux vous dire, pour vous rassurer, c'est que dans cette question de chômage-là, qui est une problématique mondiale, surtout pour les jeunes,
il y a des contraintes spécifiques dont il faut tenir compte. Il y a une forte demande d'emploi des jeunes qui aujourd'hui, après la sortie de l'école, ne savent pas où s'orienter. Or, on le sait par derrière, c'est pourquoi l'OIT, par exemple, est en train de communiquer suffisamment avec les États du monde entier pour pouvoir mettre en place des dispositifs dans chaque pays afin d'accompagner l'insertion des jeunes et les aider peut-être dans des formes de financement qui pourraient les orienter vers l'auto-emploi, donc l'entrepreneuriat. Donc c'est une contrainte, effectivement. La demande est forte, c'est clair. Et ça sera toujours fort dès lors qu'on aura une expansion de la démographie, surtout au niveau des jeunes aujourd'hui. Il y a des chiffres qui sont parlants. Quand vous regardez les chiffres, vous dites par exemple en Côte d'Ivoire aujourd'hui, et ça je parle sous le contrôle des chiffres que j'ai, c'est près de 90% d'emplois informels. 90% d'emplois informels en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et donc ces jeunes, ils font comment? Mais ils sont obligés d'être des cabinards, de faire n'importe quoi, pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de la famille. Parce qu'ils sont allés à l'école. Et en Afrique, quand tu vas à l'école, ça vous dit, tu es allé loin, maintenant il faut travailler pour t'occuper de nous. Nous, on a fait notre part. Et c'est comme ça, autant en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun, au Gabon, etc. Donc, c'est une problématique mondiale. On ne peut pas donner une réponse pour dire, malgré le fait qu'il y ait des concours, et là, je vous rassure, les concours, je vous ai dit tout à l'heure, c'est des places limitées. Donc, si tu choisis concours, il faut être conscient que c'est les places limitées. Tu choisis aussi les entreprises. Il y a mon confrère qui l'a dit tout à l'heure, sans expérience, c'est difficile aujourd'hui pour certains étudiants qui sortent d'avoir immédiatement un emploi décent. C'est clair. Mais quelle entreprise va vouloir se mettre en place, rechercher du profit et puis partir forcément avec des personnes qui n'ont pas d'expérience? L'idée, c'est d'encourager ces partenariats, société civile, État et puis secteur privé pour qu'ils renforcent leur collaboration et puis voir comment ils peuvent être vraiment au soutien des jeunes qui recherchent un emploi, un premier emploi pour avoir leur expérience. Moi, je vais vous dire la vérité, je peux pas créer mon entreprise et puis partir forcément avec des jeunes, mais je ne vais pas évoluer. Regardez par exemple en 2004-2005, quand Télécell de l'Oteni s'installait, ils sont devenus MTN, mais ils sont pas allés ailleurs. Ils sont allés piocher déjà des gens qui sont immédiatement opérationnels. Vous les voyez à Move, à Orange. Ils ont commencé à piocher. Orange aussi, quand ils veulent, ils piochent aussi à MTN, etc. Et après, les gens se sont dit, mais attends, on est en train de faire n'importe quoi. Asseyons-nous pour mettre en place une convention où on ne va pas se piquer des collaborateurs. Parce que nous, on forme les gens, vous les prenez. On forme, vous les prenez. Malgré la disposition de loi qui interdit le débauchage. Vous voyez? Donc, les jeunes sont là et ils se disent, mais nous, on n'a pas d'expérience. Entreprise privée aussi, on ne peut pas forcément. Mais justement, il faut forcer pour avoir au moins une première expérience. Et c'est là que l'emploi jeune et tout le dispositif qui a été mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire doit être regardé. Mais nos jeunes ne vont pas trop regarder. Quand on regarde aujourd'hui la recherche d'emploi sur Internet, quand on fait, selon les statistiques, c'est 19% de jeunes en Côte d'Ivoire qui vont rechercher des emplois sur Internet. Et c'est pourquoi je salue le jeune de Agiloa qui a parlé tout à l'heure pour encourager les jeunes à aller rechercher des emplois sur Internet aussi. Ça se fait. Donc aujourd'hui, au-delà de déposer simplement des dossiers et tout devant le vigile et puis partir, mais c'est de suivre ces dossiers, c'est de tout faire pour avoir une première expérience. Moi, j'ai proposé des stages à des jeunes, ils ont refusé, des stages non payés. Ils ont refusé. Ils ont dit, mais ce n'est pas payant, nous on fait comment? Mais c'est la continuité du stage théorique, de la formation théorique qu'on vous apprend à l'école. C'est la continuité dans les stages. Donc, que ce soit payant ou pas, vous recherchez une première expérience. Donc, ne vous limitez pas à seulement des moyens de transport. Les parents peuvent continuer je ne sais pas si on peut appeler ça un contrat entre parents et étudiants. Donc, après, le troisième élément,
c'est effectivement, donc on a cité l'emploi l'entrepreneuriat, on a cité le privé, il y a le public, le concours. Mais l'État ne peut pas absorber toute cette demande, c'est compliqué, ce n'est pas possible. Donc on aura toujours, malgré ces trois dispositifs-là, on aura toujours des jeunes qui seront toujours en recherche d'emploi. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, M. Ngoy, je ne sais pas comment vraiment vous répondre, mais je pense que c'est cela. D'accord? Merci. Il y a un complément? Oui, je voulais juste ajouter aussi le fait de se projeter. Il y a des métiers dans le secteur du BTP dans lequel je suis. L'année dernière, on cherchait des profils qu'on appelle des profils de projeteurs. On s'est rendu compte que nos écoles de BTP en Côte d'Ivoire forment des ingénieurs. Ils savent monter, couler du béton, faire du ferraillage et tout. Mais ils ne savent pas utiliser la machine, l'ordinateur, pour projeter l'ouvrage qu'on va réaliser. Et sur la place ici, on n'en a pas trouvé. Ça veut dire quoi? On aura sur le marché du travail ceux qui sont à l'INPHB dans les écoles de BTP qui vont sortir, qui seront dans un secteur fortement concurrentiel. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, mais les métiers spécifiques là, il n'y a quasiment personne. Alors que ça aussi, c'est des opportunités qu'on peut aller capter. Donc, savoir se projeter, savoir choisir sa formation. Je terminerai par l'exemple du secteur ferroviaire qui est en construction. Dans 2-3 ans, on aura de nouveaux métiers dans le domaine ferroviaire, des conducteurs d'engins, des commerciaux, c'est vrai, mais avec une expérience beaucoup plus poussée dans le système ferroviaire. Il y a combien de jeunes aujourd'hui qui sont en train d'anticiper pour se former dans ce domaine-là pour pouvoir capter ces futures opportunités. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Un autre ajout? Alors, ce qu'il dit est tellement pertinent que j'ai envie d'ajouter ceci. Il faut qu'on arrive aussi à se projeter. Il y a des étudiants qui disent, moi j'ai fait que la com, donc à part ça, je ne sais rien faire. Même dans la com encore, c'est pluridisciplinaire. On a le journalisme, on a les médias, on a plein. Chez moi, en ce moment, je suis en recherche de 3 profils qu'on ne cherche pas forcément. Spécialiste en digital. Mais vous pouvez peut-être être journaliste et puis avoir cette compétence-là. Donc, il faut diversifier vous-même vos compétences. Quand j'étais DRH chez Bouygues, c'est nous qui avons construit le 3e pont. Mais il y a des jeunes qui sont venus avec des maîtrises en marketing commercial et tout. Mais qu'on a formé au métier du BTP parce que c'était le premier gros chantier de Côte d'Ivoire, le 3e pont, après la crise. Donc, il n'y avait vraiment pas de compétences immédiates. Donc, après l'INPHB qui nous proposait des candidatures, on était obligé de regarder aussi des gens qu'on devait former immédiatement. Mais il y a des gens qui sont disposés à être formés, à se convertir à d'autres métiers et aujourd'hui, ils sont contents. Ils se sont surpris à faire autre chose que le marketing qu'ils faisaient. Donc, ça aussi, c'est des possibilités d'emploi. Merci. J'aimerais rajouter aussi les conseiller aux étudiants de connaître les techniques de recherche d'emploi. C'est vrai, tous les dispositifs ont été mis en place par l'Agence Emploi Jeunes, par des partenariats entre entreprises et universités. Mais il faut connaître les techniques de recherche d'emploi, notamment bien rédiger son CV, parce que le CV aujourd'hui vous permet de briser les barrières du monde professionnel et entrer facilement, vous intégrer. Il faut avoir un plan de carrière. Tout à l'heure, on parlait de projection. Il faut savoir déjà quelle formation je dois faire pour un poste visé sur du coup long et moyen terme. Voilà, c'est des choses aussi qu'il faut maîtriser. Ça vous permettra de mieux vous projeter. Parce que nous, en tant que recruteurs, on reçoit souvent des candidatures. C'est pas que les personnes ne recherchent pas des emplois, mais il faut savoir quel emploi on recherche. On ne peut pas avoir une personne qui a été formée dans la communication et aujourd'hui on recherche par exemple un chef comptable. Vous envoyez votre CV. Le CV ne sera pas retenu. Si vous avez un plan de carrière, vous savez à quelle offre candidater, à quel moment candidater. C'est ce que j'aimerais rajouter. Bon, allez-y. Alors, bonsoir monsieur. Moi, je suis Bléwé Astrid, étudiante en L1 à l'ISCOM. Et j'aurais 2 questions à poser à monsieur Nguesson et à monsieur Ouattara. Allez-y. Ma question pour monsieur Nguesson est de savoir, est-ce que les recruteurs accordent-ils plus d'importance aux diplômes ou compétences pratiques acquises pendant la formation?
Et ma question pour M. Ouattara est de savoir comment les entreprises perçoivent-elles les stratégies effectuées par les étudiants comme une vraie expérience professionnelle ou une simple formation académique. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre question. C'est une question qui est très pertinente. Il faut dire qu'aujourd'hui, les recruteurs, comme je l'ai si bien dit dans la présentation, on recherche des profils en fonction d'un besoin spécifique. Et donc, la formation et les compétences techniques comptent. Aujourd'hui, sur le terrain, on rencontre 3 types de profils dans les différents services. Donc, on a les postes de low management, donc des agents, des chargés, des postes de middle, des responsables, des chefs de service et des postes de top management. Donc, il y aura certainement une exigence en fonction du type de poste recherché. C'est pour ça que j'ai dit que pour les stagiaires qui n'ont pas d'expérience, qui ont la formation, mais qui n'ont pas d'expérience, on va regarder celui qui a plus de compétences techniques et de compétences comportementales dans son domaine bien précis. Donc, le domaine de la communication, on avait parlé des profils créatifs, des profils curieux, qui ont le sens du leadership, qui peuvent travailler en équipe. C'est ces points-là qui sont plus intéressants. Et en compétences techniques, ça sera notamment la maîtrise des réseaux sociaux et pouvoir analyser ses posts, mesurer l'impact de ses publications, capacités rédactionnelles et autres. Pour un poste de middle, par exemple, en recherchant un responsable communication, les exigences seront différentes. On va plutôt mettre l'accent sur la formation. Donc, on demandera idéalement un bac plus 4 ou 5 en communication ou tout autre diplôme équivalent. On va mettre l'accent sur les expériences, car pour un poste de responsable, au-delà des compétences techniques, il y a l'aspect managérial qui s'installe, qui va pouvoir superviser des équipes et tout. C'est tous ces points-là qu'on va regarder, évaluer et faire un choix. C'est un peu comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si ça répond directement à votre question. Vous aimeriez avoir plus de précision. Merci. Il y aura des compléments. Monsieur Ouattara, allez-y. Merci. Si j'ai bien compris la question, vous souhaiterez savoir comment est-ce que les entreprises perçoivent les stratégies de communication que les étudiants proposent lorsqu'ils sont encore à l'école. C'est bien ça? Bon, je peux dire qu'une stratégie, lorsqu'elle n'est pas éprouvée, lorsqu'elle n'a pas été mise en pratique, pour moi, elle n'est rien. Parce que c'est le résultat qu'on va juger. Vous pouvez avoir une belle stratégie, un joli PowerPoint, comme nous les communicants, on sait le faire, surtout avec l'IA maintenant, là. Mais en réalité, vous ne l'avez jamais mis en pratique. Donc, comment vous pouvez savoir qu'elle va porter du fruit? C'est en cela que tout à l'heure, dans ma communication, j'ai dit qu'il faudrait que l'université et le monde du travail puissent cohabiter. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, la compétition, elle est devenue rude. L'Asie, l'Europe, l'Afrique, quand vous regardez ce qui se passe, la concurrence est très élevée aujourd'hui. Donc, nos étudiants doivent pouvoir avoir accès au monde du travail, de sorte à pouvoir éprouver donc, les stratégies qu'ils apprennent à l'école. Je terminerai par un exemple simple en France, avec Sciences Po Paris, qui a signé un partenariat avec le groupe EDF, qui est dans le domaine de l'énergie. Au lieu de confier leur communication de crise seulement à l'agence, les étudiants interviennent directement avec le département communication et marketing, de sorte que quand il y a une crise, par exemple sur les réseaux sociaux, EDF a sali le monde et pollue l'environnement et tout, c'est les étudiants qui d'abord proposent. Et ensuite, le directeur ou le chargé de communication analyse et collégialement, ils mettent en pratique ce qu'ils ont proposé comme démarche. Ce qui fait que l'étudiant est capable de voir au bout de la mise en œuvre que son idée qu'il avait proposée là a eu tel impact. Ce qui fait que demain, quand il sera en entreprise, il a déjà vu une expérience concrète à laquelle il a pensé, qui a été mise en œuvre et qui a produit un résultat. Ce qui fait qu'il va développer ce qu'on appelle un réflexe dans son métier lorsqu'il sera en activité. Je peux prendre l'exemple aussi de Dangote au Nigeria, qui lui prend les étudiants directement de ces entreprises-là. Pardon, il prend les étudiants, il les emmène dans ces entreprises pour qu'ils puissent déjà, depuis l'école, de façon alternante, apprendre les réalités de l'entreprise. Et après, lorsqu'ils sortent du cursus, il les embauche. Aujourd'hui, c'est un exemple en Afrique.
Merci. Un dernier complément. Alors, je réagis sur la première question qui a été bien répondue par les confrères. Quand nous, on recrute en entreprise, on sait une chose. Quand on dit 5 ans à 10 ans d'expérience, donc le profil est bien défini, c'est 5 à 10 ans d'expérience. Déjà même, tu ne seras pas présélectionné si tu n'as pas ces 5 ans ou 10 ans. Maintenant, si on recherche des profils qui sont à leur premier vrai emploi ou bien des stagiaires et tout, ce qu'on va rechercher effectivement, c'est les compétences comportementales. Et c'est là que on voit la différence entre ce que vous avez appris à l'école et puis ce que vous êtes. C'est pourquoi même quand tu as l'expérience ou pas, il faut pouvoir développer des aptitudes qui correspondent un peu à toutes les cultures d'entreprise. Toutes les cultures d'entreprise ont au moins quelque chose qui correspond à quelque chose d'unique. L'esprit d'équipe, l'éthique professionnelle, des choses comme ça. Et vous, ce qu'on va rechercher chez vous, c'est est-ce que cette personne a du potentiel. Nous, c'est ce qu'on va regarder quand vous avez peut-être 2 mois de stage, 3 mois de stage, ou bien jamais travaillé. Ce qu'on va rechercher, c'est le potentiel. Est-ce que cette personne-là, si on la recrute là, est-ce qu'elle peut évoluer? Est-ce qu'elle peut tenir le poste? Est-ce qu'elle peut comprendre les stratégies? Est-ce qu'elle peut? Potentiel. Si vous n'avez pas ce potentiel parce que vous ne l'avez pas démontré dans toutes les occasions qu'on vous a proposées, en entreprise, en stage, ce n'est pas la peine. Si vous allez, quand on vous dit va payer de l'eau, tu coupes payer l'eau. Quand on dit va payer banane, tu coupes payer banane. Et puis tu ne te concentres pas à donner ton avis éclairé parce que tu es master, tu es licence. Il faut pouvoir donner ton avis si on te le propose. Et c'est là qu'on voit ta capacité à pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. C'est ces choses comme ça qu'on regarde. Je voudrais parler au responsable je crois qu'il y a quelqu'un du métro d'Abidjan là. C'est vous, hein? Bon. Parce que je vois quand les jeunes entendent parler du métro et tout ça, ils ne savent pas quel métier il y a à faire dans le métro. Il y a plusieurs métiers dedans. Et moi, j'avais fait un documentaire sur les rails. Et pour recruter avant, mais ce n'est plus la même chose maintenant. On n'avait pas d'intellectuels, on n'avait pas de... Pour recruter, d'abord, c'était par famille. Par exemple, un monsieur qui avait conduit le train, on faisait tout pour qu'il ait un enfant qui vienne et qui apprenne à ses côtés. Mais maintenant, vous, ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce que vous allez faire pour que les gens sachent, aiment, parce qu'il faut aimer un métier. Quelle communication vous allez faire pour qu'ils puissent aimer ces métiers-là, leur apprendre que le métro, par exemple, ce n'est pas seulement des gens qui seront là pour les billets, mais qu'il y a le roulant et que c'est un métier très important, peut-être même le plus important dans le métro. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous proposez pour leur apprendre tout ça? Merci. Merci, cher aîné. Question très pertinente. Effectivement, nous avons commencé à travailler sur cela. Dans la phase du projet, il y a 3 étapes. Il y a eu d'abord la phase des études, donc qui était un peu moins visible. Et il y a eu la phase de construction dans laquelle nous sommes en ce moment. Et après, il y aura la phase d'exploitation. Donc, récemment, donc autour du mois d'avril, pour justement commencer ce chantier-là de formation des jeunes au métier du ferroviaire, il y a un partenariat qui a été signé avec l'INPHB pour déjà créer des filières spécifiques au ferroviaire. Et je crois il y a 1 mois, donc l'INP a commencé à lancer des appels à candidature pour permettre aux jeunes de s'inscrire dans les différents profils qui arrivent. Ça, c'est côté formation. Maintenant, côté, on va dire pratique, le gouvernement ivoirien, à travers les entreprises du groupement, ont commencé à créer des sites sur lesquels nous publions donc les profils qui vont venir bientôt lorsque le métro sera lancé. Pour ceux qui ne pourront pas donc aller à l'INPHB, ils savent que par exemple, il
il y a un métier qui est tel, et pour pouvoir y aller, voici les exigences qu'il faut pour qu'il soit il se forme en ligne, ou bien il s'oriente vers une école où il pourra se former. Sinon, la question que vous posez, elle est tout à fait pertinente. Lorsqu'on arrivait, il y a un métier qu'on appelait le métier de régulateur. Pour recruter les jeunes, il fallait les envoyer au Burkina. Vous savez que Sitaraï, le centre de formation est basé au Burkina. Donc, pour faire ce métier de régulateur, là, il fallait envoyer les jeunes au Burkina. Un an après, on a pu trouver un centre de formation localement et aujourd'hui, ils sont en train de se former sur place. Donc, on peut avoir les jeunes. Donc, en résumé, le gouvernement, à travers l'INPHB et Keolis, qui va mettre en exploitation le métro, ont commencé à ouvrir les filières de formation. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au directeur pour nous partager l'expérience de l'ISCOM. Merci, professeur Coutou. Alors, je ne suis pas panéliste, mais je voudrais partager l'expérience de l'ISCOM avec eux et en même temps demander leur avis. Alors, depuis que je suis directeur des études, et puis maintenant avant de passer directeur de l'Institut, notre politique, c'est de passer à 40% de théorie et 60% de pratique. Donc tout doucement, nous sommes dans le système universitaire qui est très théorique, mais nous voulons renverser la tendance en faisant 40% de théorie et 60% de pratique. Et donc les étudiants sont témoins qu'il y a beaucoup de modules dans lesquels il y a des pratiques. Et pour mettre tout cela en place, lorsqu'ils arrivent en licence 3, nous avons un cours qui est marketing événementiel et promotionnel. Et ce cours fait à la fin, donc dans le mois de décembre, les 2 jours avant d'aller en congé de Noël, le marché de Noël, qui est un événementiel que nous organisons et qui permet aux étudiants de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris en licence 1, licence 2 et licence 3, avec des commissions qui travaillent. Et donc, à la fin, ils organisent de façon pratique l'événement et il y a des reporters, vous voyez les jeunes qui sont sur les caméras, nombreux sont nos jeunes. Et ils font le travail, ils sont évalués par un professeur. Lorsqu'ils arrivent en master, nous avons 2 pratiques. En master 1, il y a un module qu'on appelle activation produit. Et donc, dans ce module, ils prennent soit des produits, soit des marques, soit des entreprises, et puis ils montent cette stratégie d'activation jusqu'à la fin. Et quand ils arrivent en master 2, ils ont ce qu'on appelle, quel est le nom déjà? Je vieillis, j'oublie. En master 2, business class, n'est-ce pas? Business class, merci. Et donc, business class va faire aussi le résumé de la licence 1 au master 2. Les étudiants se mettent en 2 groupes, donc constituent 2 agences conseil en communication. Ils donnent un nom, ils déclinent leur logo, ils déclinent leur slogan, ils montent un organigramme et ils travaillent sur un produit concret jusqu'à la fin. Il y a 2 ans, nous avons travaillé sur BIC et l'année dernière, nous avons travaillé sur ISCOM. Ça devrait être présenté aujourd'hui. Malheureusement, ceux qui ont fait, ils ont eu du boulot, tout ce travail, l'agence qui a gagné, donc on n'a pas pu faire. Et donc, je voudrais vous partager cette expérience que nous avons et recueillir votre avis. Alors déjà, les 4 qui sont là, nous avons 3 professeurs. Professeur Toali, qui fait développement personnel avec les étudiants en master 1 et qui fait direction des ressources humaines en master 2. Nous avons professeur Coutou, qui fait les grands courants fondateurs de anthropologie et sociologie. Et nous avons M. Dabila, qui est en licence 3, qui fait stratégie de communication, et puis métier du chargé de communication. Voilà. Et donc, dans notre corps enseignant, nous avons aussi des professionnels
qui viennent nous partager leur expérience tous les jours avec nos étudiants. Donc voici un peu ce que nous faisons pour tendre vers 40% de théorie et 60% de pratique. Donc je partage avec vous notre expérience et recueillir l'avis de nos experts. Je pose cette question à la place des étudiants. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'aspect entrepreneuriat. Et quand j'ai observé toutes les questions qui ont été posées, elles tendent généralement vers l'emploi. Mais moi, je vais poser l'inquiétude pour les étudiants concernant l'entrepreneuriat. Vous avez parlé de développer d'autres compétences, en plus d'être formé en communication. D'accord, c'est une bonne chose. Dans la réalité, où trouver d'abord quelles sont les compétences dans lesquelles je dois me former, quels sont les domaines dans lesquels je dois me former et avoir ces compétences. Ça, c'est la première question. Où trouver ces formations? Et si ces formations sont payantes, où trouver les ressources financières pour pouvoir acquérir ces formations-là? Voici ma question. Merci, professeur. C'est des questions très pertinentes. Mais justement, je pense que dans la classe où j'étais, j'ai déjà dit qu'aujourd'hui, on a vraiment Internet qui est venu révolutionner le monde du travail. Est-ce que vous savez que depuis votre classe, vous pouvez faire des ventes en ligne? On n'a pas forcément besoin, lorsqu'on n'a pas de moyens, d'aller forcément créer le CPC et tout ça. On peut prendre des articles de quelqu'un, créer une page et vendre en ligne. C'est de l'entrepreneuriat aussi. Facebook, là, c'est Mark Zuckerberg qui a créé. Il a créé étant quoi? Étudiant. N'est-ce pas? Ça, et même on va dire les grandes créations de notre moment, puisqu'on est dans l'ère de la communication, l'iPod, l'iPad de Steve Jobs, en tant qu'étudiants, ils ont créé dans leur garage. Ça veut dire quoi? Si on veut attendre d'être prêt pour avoir les moyens financiers, faire toute la paperasse qu'il faut, c'est clair qu'on ne pourra pas. Par contre, si on a ce que la qualité de l'entrepreneur, qui est la curiosité, la recherche, et puis lire son environnement, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut aller chercher et créer son entreprise, même modestement, et aller plus loin. Et ensuite, aujourd'hui, encore une fois, YouTube, c'est la meilleure université pour moi. Depuis la maison, j'ai appris Photoshop dans les années 2000, avec Publisher. Mais vers les années 2009, j'ai vu que j'étais dépassé. Je suis allé sur les nouveaux outils et récemment, YouTube me permet de m'améliorer. Et il y a l'intelligence artificielle, encore la série sur le gâteau, qui est venue s'ajouter. Il suffit juste de lui demander, donne-moi les compétences dont j'ai besoin pour faire tel métier, il va te donner. Donne-moi les écoles dans lesquelles je peux me perfectionner, il va te donner. Il y a 15 ans, même il y a 10 ans, il n'y avait pas ça, en dépendant des professeurs. Donc vraiment, si vous voulez aller loin, aujourd'hui, il y a la route. Ce n'est pas pour poser une question, mais c'est c'est un peu pour vous féliciter. Parce que nous-mêmes, qui étions au studio école de la RTI, c'est comme ça que nous avons été formés. Vous avez dit 60% de pratique, et c'est ça la pratique. Quand je suis venu, j'ai vu vos caméras, j'ai vu des réalisateurs qui se promenaient, j'ai vu des chefs de plateau. C'est ça la pratique. Et c'est ça, je pense, qu'il faut développer. Parce que aujourd'hui, on fait tout est théorique. Tout est théorique. Quand ils arrivent, ils sont obligés d'apprendre sur place là-bas. On vous recrute et on vous apprend maintenant. Alors que là, vous avez déjà, vous voyez, il y a des caméramans, il y a des preneurs de son, il y a tout. Et je voulais simplement vous remercier et vous dire, nous-mêmes, quand nous avons commencé, je vous dis, en 66, j'étais au studio école de la RTI, c'est comme ça que les Blancs nous avaient formés. Les profils recherchés par les recruteurs et les managers d'entreprise pour leurs services de communication et les relations publiques. Ensuite, autonomisation des jeunes demandeurs d'emploi, la balance des possibilités entre auto-emploi et concours public et entreprises privées,
Et enfin, les exigences de la formation du chargé de communication et du porte-parole. Si vous commencez par l'informel, rapidement formalisez votre structure parce qu'il y a pas mal d'opportunités à saisir. Je voudrais dire merci à monsieur le directeur, merci à nos panélistes, merci à nos personnes ressources qui ont fait des témoignages édifiants, merci à nos étudiants et nous restons toujours disponibles. Les échanges peuvent continuer en informel. Merci à tout le monde.